Mesdames et messieurs, bonsoir. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez davantage d'informations concernant le contrat de travail et le salariat. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Parmi toutes les branches du droit, il en est une chargée de réglementer les relations qu'ont certains individus dans le cadre d'une collaboration de travail. Cette branche, c'est le droit du travail. Dès qu'une personne envisage d'en embaucher une autre, tout un ensemble de règles vont venir s'appliquer et ce sont ces règles que nous allons étudier. Et pour commencer, il faut analyser ce qu'on appelle le contrat de travail. On rappellera en avant-propos que le droit réglemente la conclusion des contrats. Je vous renvoie d'ailleurs sur ce point au chapitre 1 et 2. Toutes les règles du droit des contrats sur la condition des validités, le consentement, la capacité, l'objet illicite certain, les obligations des parties, toutes les règles concernant l'exécution du contrat ou sa nullité, les règles relatives à la responsabilité contractuelle vont toutes s'appliquer au cas du contrat de travail. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont les règles spécifiques au contrat de travail. Quelles sont les règles qui vont s'appliquer en plus des règles générales que je viens de citer et qui sont propres à ce type de contrat en particulier. Et pour ce faire, on va s'intéresser aux éléments du contrat de travail, parmi lesquels l'importantissime lien de subordination et ses conséquences, puis au pouvoir conféré à l'employeur, une des parties au contrat de travail, ainsi qu'à ses obligations. Waouh, bel inventaire, pas mal, hein? Contrat de travail, définition. Il s'agit du contrat passé entre un employeur d'une part et d'un salarié d'autre part. Ces deux parties se mettant d'accord pour collaborer professionnellement. Le salarié s'engage à accomplir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de l'employeur. En échange, cet employeur s'engage à verser au salarié une rémunération. Il faut donc les éléments suivants pour qu'un contrat soit considéré comme un contrat de travail. Un employeur, c'est-à-dire un recruteur en besoin de ressources humaines. Un salarié, une personne qui va louer ses compétences et sa force de travail, on a donc là les deux parties, une prestation de travail fournie par le salarié, une rémunération en échange du travail fourni versé par l'employeur au salarié, mais aussi et surtout ce qu'on appelle un lien de subordination. En effet, selon la définition, le salarié doit fournir sa prestation de travail, je cite, sous la direction de l'employeur. Et c'est là la spécificité majeure du contrat de travail. Ce contrat instaure un lien hiérarchique d'autorité entre les parties, le salarié devenant le subordonné de l'employeur. Et ce lien de subordination, il est absolument crucial car il justifie à lui seul l'immense majorité des règles qui existent en droit du travail. Il justifie notamment l'existence des pouvoirs de l'employeur que l'on va détailler et légitime également les obligations réciproques de chacune des parties au contrat. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Lorsque vous avez à qualifier un contrat de travail, vous devez donc prouver l'existence de ce lien de subordination. Compte tenu de ce lien hiérarchique, il y a donc un déséquilibre entre les parties au contrat. En conséquence, tentation serait grande pour les employeurs d'abuser de ce pouvoir d'autorité qu'ils détiennent sur les salariés. Par conséquent, le droit du travail prévoit tout un régime de règles protectrices du salarié, faites pour venir contrebalancer ce déséquilibre qui découle de l'existence du contrat de travail et du lien de subordination. Ces règles ont pour objectif de garantir une saine relation professionnelle entre les parties, chacune étant protégée des mauvaises actions potentielles de l'autre. En outre, le lien de subordination permet également au juge de requalifier des situations concrètes en contrat de travail. En effet, il n'est pas rare que des personnes travaillent ensemble sans avoir pris le temps de négocier concrètement et volontairement un contrat. Ainsi, si une personne arrive à prouver au juge qu'elle est bien sous la subordination d'une autre professionnellement, c'est-à-dire qu'elle respecte les ordres donnés en accomplissant une prestation de travail en échange d'une rémunération, alors le juge pourra décider qu'il existe tacitement un contrat de travail entre les parties et ainsi appliquer le droit du travail et le régime protecteur. Enfin, c'est de nouveau le lien de subordination qui permettra de distinguer le contrat de travail des contrats d'entreprise. Dès lors qu'une personne est libre dans l'accomplissement de sa mission et n'a pas à obéir aux ordres d'un commanditaire, alors on se trouve dans une relation commerciale de vente de prestations de services et non dans un contrat de travail. C'est pas faux. Maintenant qu'il est établi que le contrat de travail lie deux parties en aménageant un lien hiérarchique professionnel de subordination, il est temps de voir quel pouvoir cette situation confère à l'employeur. Il dispose à ce titre de trois pouvoirs, le pouvoir de direction, le pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire. D'abord, le pouvoir de direction est un pouvoir de nature managériale et économique. Il permet à l'employeur d'organiser comme bon lui semble le fonctionnement de son entreprise, ce qui inclut la gestion des ressources humaines. Le pouvoir de direction permet donc à un employeur de gérer comme il l'entend le recrutement, la promotion des salariés, l'organisation des plannings de travail ou encore la fixation des congés payés par exemple. La prise des décisions stratégiques et opérationnelles dans la gestion des ressources humaines est donc consacrée juridiquement par le droit du travail, par ce pouvoir de direction de l'employeur.
Compte tenu du lien de subordination, le salarié est dans l'obligation de respecter les directives de l'employeur, faute de quoi il s'expose à des sanctions. Ce qui est le patron. Et moi. Cette possibilité pour l'employeur de diriger son entreprise est renforcée par le deuxième pouvoir, le pouvoir réglementaire. Comme son nom l'indique, il permet à l'employeur de prévoir une réglementation dans son entreprise. Il y a donc ici un aspect très juridique. Si un grand nombre de règles applicables dans l'entreprise découlent des lois et des textes juridiques nationaux, l'employeur est néanmoins libre de rédiger un règlement intérieur, lequel est obligatoire à compter de 20 salariés. Dans ce document, l'employeur peut donc, dans le respect de la loi, aménager des règles spécifiques à son entreprise en termes d'hygiène, de sécurité au travail, de discipline ou d'horaire, par exemple. Enfin, pour pouvoir diriger son entreprise et prévoir une réglementation, il faut qu'il y ait forcément en contrepartie un troisième pouvoir, le pouvoir disciplinaire. En vertu de ce pouvoir, l'employeur peut prononcer des sanctions contre les salariés qui ne respecteraient pas les directives imposées. Et vous avez le droit de faire ça. S'il est strictement interdit de sanctionner financièrement le salarié fautif en lui mettant une amende, il est en revanche possible de lui donner un avertissement, de le mettre à pied, de le rétrograder, voire de le licencier. En vertu de ces trois pouvoirs, direction, réglementaire et disciplinaire, le droit consacre donc le statut de dirigeant de l'employeur, c'est bien ce dernier qui est le seul maître à bord. Tout ceci étant dit, il ne faut pas cependant oublier une chose. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. S'il a des pouvoirs, l'employeur a également des obligations. Respecter les règles d'ordre public, respecter le contenu du contrat et respecter les règles dites conventionnelles. Tout d'abord, le droit du travail prévoit un certain nombre de règles tellement importantes qu'elles sont dites d'ordre public. Leur respect est indispensable. Ces règles façonnent la vie en société. Tel est par exemple le cas du droit de grève. En dirigeant son entreprise et en préparant les contrats de travail, l'employeur est donc dans l'impossibilité d'écarter ces règles. Elles s'imposent à lui. Il est dans l'obligation de les respecter. Par ailleurs, n'oublions pas que le contrat de travail est avant tout un contrat négocié et signé par les deux parties, l'employeur et le salarié. À ce titre, comme n'importe quelle partie de n'importe quel contrat, l'employeur est tenu de respecter scrupuleusement les termes et les clauses du contrat qu'il a signé. En cas de mauvaise exécution ou d'inexécution du contrat par l'employeur, ce dernier engage donc sa responsabilité contractuelle telle qu'on l'a décrite dans les chapitres 3 et 4. On bouge plus. Une dernière chose. Enfin, comme tout sujet de droit, l'employeur doit respecter les textes applicables, outre la loi, à laquelle il est bien évidemment soumis comme n'importe quel citoyen. L'employeur doit également, en vertu de la pyramide des normes, respecter les conventions collectives, des textes négociés entre les syndicats des salariés et les organisations patronales, qui forment un niveau de règles supplémentaire dont le respect au niveau du contrat de travail est obligatoire. Pour résumer, on peut donc affirmer que s'il est le seul maître à bord, l'employeur est cependant tenu de respecter toutes les règles de droit qui s'appliquent à lui sur le territoire français. Si le capitaine est maître de son navire, il doit néanmoins respecter les règles de navigation. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette synthèse. Merci beaucoup pour votre attention. Attention que j'attire sur les quelques points suivants et notamment sur le fait que ceci n'est qu'une synthèse qui n'entre pas dans le détail de toutes les notions indispensables et que vous devez approfondir pour vos révisions. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et comme disait l'autre... Allez, ciao, bonsoir.